Quand la dépendance affective s'active, un silence devient une alerte rouge. On envoie un message par exemple qui est vu, mais nous n'obtenons pas de réponse. Alors, votre système s'emballe. Il va y avoir la peur de l'abandon, une hypervigilance aux moindres signaux faibles et peut-être un besoin de tout comprendre. La dépendance affective, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas trop d'amour, c'est un système relationnel qui est en alerte. Restez avec moi jusqu'à la fin, on va essayer de clarifier ce qui se passe dans votre cerveau et dans votre corps et repérer votre potentielle dépendance affective par un auto-check. Bonjour et bienvenue, je suis Nelly Panuso, psychologue, psychothérapeute et docteur en psychologie. Je suis également la cofondatrice de Let's Talk, la plateforme de psychologues en ligne. Abonnez-vous à la chaîne Let's Talk pour ne rien manquer et si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, prenez un rendez-vous de bilan en ligne. On clarifie votre situation et on pose un plan d'action adapté à vos besoins. Tout d'abord, posons clairement le cadre. La dépendance affective n'a pas d'étiquette médicale. Ce n'est pas un diagnostic posé au sens médical dans les classifications internationales. Le trouble le plus proche, lui, est reconnu. Il s'appelle le trouble de la personnalité dépendante. Ce que décrivent les classifications pour le trouble de la personnalité dépendante, c'est que c'est un trouble de la personnalité au sens strict, c'est-à-dire que c'est un mode de fonctionnement durable, rigide et généralisé dans la plupart des situations de la vie, telles que le couple, le travail, les amitiés, les décisions quotidiennes. Il va se caractériser par plusieurs points. Tout d'abord, un besoin excessif d'être pris en charge. La personne a une difficulté importante à fonctionner seule, à prendre des décisions sans être rassurée ou validée, même pour des petits aspects de la vie au quotidien. Puis, il y a aussi une soumission et une position basse dans la relation. C'est-à-dire qu'elle va avoir tendance à laisser les autres décider à sa place, à s'effacer pour maintenir le lien, se soumettre pour éviter les conflits, la colère ou le rejet. Troisièmement, il y a des conduites d'adhérence, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une difficulté à se séparer des personnes proches, une peur intense d'être abandonné et une recherche constante d'une figure de soutien. Il y a également une peur disproportionnée d'être incapable de faire les choses seule. Elle doute profondément de sa capacité à faire face, à gérer son quotidien simplement, prendre soin de soi, assumer ses responsabilités. Il y a également une difficulté à exprimer un désaccord par crainte de perdre le lien ou la protection. Elle va éviter de s'affirmer, de dire non ou de se confronter. Enfin, on constate un début précoce et il existe une stabilité dans le temps. Les traits apparaissent tôt, adolescence, jeune adulte, et persistent à travers les différents contextes, ce qui fait en fait un trouble de la personnalité et non un fonctionnement contextuel. Contrairement à la dépendance affective, le trouble de la personnalité dépendante n'est pas simplement un style relationnel intense ou un besoin de proximité. Ce n'est pas non plus un trait passager qui s'exacerbe dans une relation particulière. Il s'agit d'un ensemble cohérent de traits, présents depuis longtemps, dans la majorité des relations et qui limite l'autonomie psychique et qui génère une grande souffrance. La dépendance affective, elle, est plutôt un fonctionnement relationnel, pas un trouble. A l'inverse, la dépendance affective, telle qu'on la décrit en psychologie clinique, hors diagnostic, désigne un ensemble de réactions et de stratégies relationnelles, comme une hypervigilance au lien, une peur de l'abandon, un besoin accru de réassurance, une suradaptation, des difficultés à poser des limites, une estime de soi instable qui est conditionnée par le regard de l'autre. Il s'agit d'un système relationnel en alerte, pas d'un trouble de la personnalité. Et surtout, la dépendance affective est contextuelle, c'est-à-dire qu'elle apparaît dans certaines relations et dans d'autres non. Elle peut fluctuer dans le temps, et elle s'ancre dans des schémas précoces, des expériences d'attachement, des traumas relationnels ou une estime de soi fragile. La dépendance affective est souvent réversible avec un travail ciblé, la régulation relationnelle, travail sur les limites, reconstruction des appuis. Pour autant, en effet, certains mécanismes sont présents dans les deux, dans le trouble de la personnalité dépendante et dans la dépendance affective. Par exemple, on va observer, dans les deux cas, la peur de perdre le lien, la difficulté à s'affirmer, la recherche de validation ou de soutien, la suradaptation pour maintenir la relation, l'angoisse de séparation ou d'abandon. En réalité, le degré, la rigidité, l'ancienneté et la généralisation des conduites permettent de les distinguer. En résumé, le trouble de la personnalité dépendante est un trouble durable, central, envahissant. La dépendance affective, elle, est un fonctionnement relationnel qui s'active quand les conditions réveillent une peur de l'abandon, des schémas précoces ou une estime de soi instable. L'un concerne la structure, le trouble de la personnalité dépendante, et
L'autre concerne la régulation relationnelle, la dépendance affective. Essayons maintenant de comprendre les mécanismes psychologiques qui vont sous-tendre la dépendance affective. Il va exister plusieurs piliers psychologiques pour comprendre ce qui peut se jouer. Dans un premier temps, on va parler de l'attachement à l'âge adulte. Le système d'attachement régule la sécurité relationnelle. Quand il s'active, chacun tend vers des stratégies préférentielles. Par exemple, si on a un attachement dit anxieux, on va mettre en œuvre une hyperactivation, c'est-à-dire une vigilance accrue aux signes, une création de scénarios d'abandon, des demandes répétées de preuves. En revanche, si on a un attachement dit évitant, on va mettre en œuvre une sorte de désactivation. On observera chez ces personnes de la mise à distance, une minimisation des besoins et une autosuffisance affichée. Attention, ce ne sont pas des cases figées, mais des tendances modulées par l'histoire, le contexte et la relation. Le deuxième pilier est la dépendance interpersonnelle qui est mesurable. Par exemple, elle renvoie à la reliance émotionnelle à l'autre, à la confiance sociale et à l'affirmation d'autonomie. C'est le pilier qui est mesurable de la dépendance interpersonnelle. Les outils cliniques peuvent mettre en lumière, par exemple, deux dynamiques souvent présentes dans la dépendance affective. La soumission et l'auto-effacement, c'est-à-dire s'adapter pour ne pas perdre le lien. Par exemple, je dis oui alors que je voulais dire non pour éviter un conflit. Je tais mes besoins par crainte de décevoir ou de perdre l'autre. Je laisse souvent l'autre décider des choses qui me concernent. Je me sens coupable quand j'exprime une limite. Je minimise mes envies si elles risquent de faire des vagues. Je m'excuse d'exister quand je demande quelque chose. Le deuxième sous-domaine, c'est le craving relationnel, c'est-à-dire un besoin impérieux de proximité, avec agitation et pensée envahissante. Par exemple, ici, ça pourrait être « quand l'autre tarde à répondre, je me sens vite en alerte. J'ai du mal à me concentrer tant que je n'ai pas de nouvelles. Je cherche des preuves d'amour pour me rassurer. Je vérifie mes messages ou son statut de manière répétée. Des scénarios d'abandon tournent en boucle dans ma tête. » Ou enfin, par exemple, « je me calme surtout quand l'autre me répond ou me rassure. » Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de soi ? Tout d'abord, il y a un stimulus déclencheur qui peut sembler ambigu. Celui-ci va déclencher une alarme. Ce sera par exemple un silence, un ton neutre, une habitude qui change. Là, l'alarme relationnelle va s'allumer directement. Le cerveau va alors essayer de combler l'ambiguïté par une lecture bien évidemment menaçante. Si elle ne m'a pas répondu, si elle ne m'a pas souri, elle doit s'éloigner. J'ai sûrement fait quelque chose de mal. À partir du moment où le cerveau se considère dans une situation anxiogène menaçante, il va mettre en place des biais cognitifs d'attention et d'interprétation. Pourquoi ? Parce que sous stress, l'attention se colle au danger. On relie, on vérifie, on traque l'incohérence. L'ambigu devient alors un potentiel signe de danger. La menace étant alors palpable, vous allez alors demander de la réassurance et du renforcement. Demander une preuve, tester, scroller. Dès que la preuve est là, vous ressentez un soulagement immédiat. Mais ça va renforcer le comportement. La prochaine ambiguïté fera encore plus peur. Et c'est là le cœur de la boucle de maintien. Il y a aussi l'activation de schémas précoces. Par exemple, les schémas d'abandon et d'instabilité ou d'abnégation, de dépendance et d'incompétence. Parfois des schémas de défaut et de honte qui vont colorer la lecture du monde. On se sent vite à défaut, pas à la hauteur ou incapable de faire sans l'autre. Ce ne sont pas des fatalités, ce sont des zones de travail, ne vous inquiétez pas. On pense aussi à l'accroissement de la charge émotionnelle et à l'impact sur l'estime de soi. Quand le trop-plein s'accumule, la fatigue, les micro-dénigrements, l'autoculpabilisation, l'estime de soi va s'éroder. La tolérance à l'incertitude va chuter et l'alarme va repartir de plus belle. Alors concrètement, qu'est-ce qui se voit à l'extérieur ? On va donc faire preuve d'hypervigilance relationnelle, c'est-à-dire qu'on va surveiller les messages, les silences, les vues, on va chercher des incohérences, on va chercher aussi la réassurance en boucle, on va beaucoup demander, redemander, tester, est-ce que tu m'aimes, prouve-le. On va fouiller, voire même pour comprendre ce qu'il se passe. On va manifester des comportements également de suradaptation et d'effacement de soi. On va toujours dire oui en fait. On va minimiser ses besoins, absorber la charge émotionnelle du couple. On va peut-être aussi faire preuve de jalousie et de beaucoup de comparaison à l'autre. Cela va se traduire par un besoin d'être confirmé en permanence, avec un sentiment d'être vite remplaçable. Quelle est l'origine de cette dépendance affective ? Comme dans beaucoup de choses, il n'y a jamais vraiment une seule cause. La dépendance affective résulte d'un faisceau d'expériences précoces, de contextes relationnels et de schémas de pensée appris au fil du développement. Par exemple, sans être exhaustif, on pourrait noter la présence d'un attachement précoce peu sécurisant, avec des figures parentales par exemple inconstantes, surprotectrices ou imprévisibles. L'enfant apprend que la sécurité dépend des réactions des autres.
Quand il sera adulte, il fera preuve d'une hypervigilance accrue aux liens et aura peur de la perte de base. Il y a aussi des expériences de perte et ou de trauma, une séparation, un deuil, des rejets répétés, une trahison, des promesses non tenues. Ces micro-ruptures ont consolidé l'idée et créé la croyance que je dois mériter l'attention pour rester en lien. On pense aussi à des présences de périodes de dépendance imposées. Parfois, la dépendance n'a pas été un choix, elle a été imposée par le contexte avec une maladie, un accident, un handicap. L'enfant a alors dû compter très fort sur un adulte pendant une période prolongée. Dans ce contexte, il peut s'ancrer un message implicite. Si je deviens trop autonome, je risque de perdre l'attention, l'amour ou la sécurité de l'autre. Autrement dit, rester dépendant égale rester en lien et rester en sécurité. On peut aussi observer un socle d'estime de soi instable. Concernant cette potentielle cause, on observera une présence de croyances dévalorisantes. Je vaux quelque chose si on m'aime. Sans l'autre, je ne tiens pas. Elles vont alimenter la recherche de réassurance et vont freiner l'affirmation de soi. Des schémas développementaux dysfonctionnels peuvent aussi rentrer en jeu. Ces schémas ne sont pas des défauts, ce sont à la fois des stratégies de survie émotionnelle et des manières d'être qui ont été apprises auprès de l'entourage, quand on était enfant, pour protéger le lien et rester en sécurité. Utile autrefois, mais parfois inadapté à l'âge adulte. Par exemple, comme je vous l'ai dit, le schéma d'abandon ou d'instabilité. La conviction que l'autre finira par partir ou changer. Ça va générer donc un besoin de fusion et une peur d'être seul. Il y a aussi le schéma d'abnégation, c'est-à-dire l'auto-effacement pour éviter la colère et potentiellement le rejet. Le schéma de dépendance et d'incompétence également, c'est-à-dire qu'on va vivre avec le sentiment de ne pas pouvoir faire face seul. L'autre devient alors le pilier externe de régulation. On observe aussi le schéma de défaut et de honte, avec l'impression d'être défectueux, indigne, ce qui génère des relations déséquilibrées et la mise en place d'une position basse par rapport à l'autre. Enfin, par exemple, le schéma de privation émotionnelle souvent associé, avec une attente de soutien et une attention jamais comblée, qui va provoquer une alternance d'espoir intense et de déception. À l'âge adulte, ces schémas vont se réactiver potentiellement en couple et vont colorer la lecture des signaux. Le travail consiste ici à les identifier, mettre à jour les besoins fondamentaux, besoins de sécurité, d'autonomie, de reconnaissance, et expérimenter des réponses nouvelles. Parlons maintenant un peu de l'amour et de la dépendance du couple. L'amour supporte la différenciation. Chacun existe hors du couple, les séparations temporaires sont bien évidemment tolérables, les limites se discutent. La dépendance en revanche va exiger la preuve, va mal tolérer l'absence, la jalousie devient une tentative de régulation. La relation peut se resserrer jusqu'à étouffer les appuis individuels. La sortie durable passe par réouvrir ces appuis sans casser le lien. Pour finir, voici un auto-check éclair. Répondez aux questions suivantes. Un silence vous met rapidement en alerte et vous surveillez vos messages. Vous cherchez souvent des preuves, mais le soulagement ne dure pas. Vous dites oui pour garder la paix, puis vous vous en voulez. Dire vos besoins vous fait culpabiliser ou vous semble trop. Jalousie, comparaison montent dès que l'autre s'éloigne. Votre estime de soi fluctue au rythme des signaux de l'autre. Si ce décryptage vous a aidé, abonnez-vous à la chaîne Let's Talk. Maintenant qu'on y voit plus clair sur la dépendance affective et le trouble de la personnalité dépendante, l'une des prochaines vidéos sera dédiée aux techniques concrètes pour déjouer pas à pas cette dépendance affective. Et si vous souhaitez qu'on travaille votre situation de manière personnalisée, vous pouvez prendre un rendez-vous de bilan en ligne avec un psychologue Let's Talk. On clarifie, on structure et on avance ensemble.